une petite escapade avec Alain Goix et Dominique Lacroix, deux compères qui, a priori, ont une passion qui est commune, celle de retrouver les histoires d'antan pour les raconter sur un lieu qui s'appelle les Baraques du 14. Au 19e siècle, les bûcherons charbonniers qui peuplaient donc ces bois, ils étaient entre 450 et 600 âmes dans cette forêt. Eh bien, ils se sont vus rassemblés par les eaux et forêts et qu'ils les ont obligés à vivre en hameaux. Et ils vont créer un hameau par série forestière. Des séries que l'on appelle triage aujourd'hui, partage de la forêt d'une superficie environ de 1000 hectares. Et il y aura donc les baraques de la première série forestière, de la deuxième série, troisième série. Nous sommes dans les baraques de la 14e série forestière. Alors en raccourci, on appelle ça les baraques du 14. Mais ce sont les dernières visibles encore dans cette forêt. Alors les toutes premières baraques, elles sont de quelle époque, de quelle année? Alors la plus ancienne des maisons, c'est notre petite perle évidemment, hein, c'est notre trésor. Eh bien il est derrière moi là, c'est cette maison qui date de 1537, donc qui se situe donc ici au Baraque du 14, proche du village de la Vieille-Loye. Et cette maison là, c'est là où se passe la fameuse scène donc décrite par Bernard Clavel, Marie Bompin, et c'est là que l'on dit qu'elle a vécu. Vous me disiez hors émission tout à l'heure que vous aviez rencontré, connu un des enfants qui habitait ici lors de sa petite enfance, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une histoire encore très proche de nous, car cette maison très rustique, hein, c'est vrai, quand on la visite, terre battue, avec des conditions de vie qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, eh bien cette maison a été abandonnée en 1970. C'est dire si c'est une histoire quand même qui est récente, et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc une des dernières habitantes de cette fameuse maison. 10 enfants. Voilà, 10 enfants. Il y avait 13 personnes qui habitaient dans cette maison au début du siècle. Oui. L'histoire, on l'a un petit peu survolée, mais je préfère inviter les personnes qui ne connaissent pas ce lieu de venir le découvrir. Vous avez eu l'idée d'organiser des soirées, contes et légendes. C'est mon ami Dominique qui va vous régaler de ces histoires quelque peu particulières, mais je vais lui laisser la parole. Oui, merci. Bonsoir Monsieur Lacroix. Pourquoi vous aimez raconter les histoires? C'est l'histoire des hommes. Je suis un homme. Mais je m'approprie un peu les histoires de tous les hommes. Bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, je suis né dans un petit village de la forêt de Chaux et que mes ancêtres ont vécu de cette forêt. Mon père était bûcheron dans cette forêt et mon grand-père était bûcheron, charbonnier. Et j'ai des ancêtres où sur l'état civil, les registres, c'est marqué « né en forêt ». J'ai donc des ancêtres qui sont sans doute nés dans des baraques comme ça. Voilà. Et c'est ce qui vous a motivé? Non, pas du tout. Non, j'ai eu un parcours des plus simples. J'étais instituteur et naturellement, je lisais des histoires, des contes à mes élèves. Ça faisait partie de mon emploi du temps hebdomadaire. Et naturellement, je lisais. Il m'est arrivé un jour, chose assez rigolote, de ne pas pouvoir finir un conte qui était trop long. Et donc, la séance de la semaine suivante, j'ai résumé, sans lire, la première partie du conte. Et ensuite, j'ai repris le livre pour reprendre là où j'en étais resté. Et un de mes élèves, c'était des élèves d'adaptation, car j'étais dans l'enfance inadaptée. Mais un enfant très futé m'a dit « Non, monsieur, ne lisez pas, vous racontez beaucoup mieux ». Et vous voyez, j'ai appris ce jour-là que j'étais un bon conteur, mais que j'étais un mauvais lecteur. Donc à partir de ce moment-là, j'ai lu les histoires, en général 2 fois, pas plus, pour voir un peu la structure, les points forts. Il m'arrivait au début de noter quelques mots importants qui me semblaient importants, et après je comptais ça à mes élèves. Alors vos sources, vos contes, vos légendes, vous les trouvez où? Alors les sources... Elles sont du terroir, enfin du coin, du lieu de... Pas uniquement, au départ bien sûr, mais bon moi, vous savez il y a des bibliothèques scolaires qui parcourent les établissements, et donc j'empruntais énormément de livres de contes, des contes de
bohème, des contes tziganes, des contes en fait du monde entier. Et quand Alain a eu cette idée fabuleuse de créer ce groupe de conteurs, je m'y suis inscrit. Et naturellement, on m'a donné une histoire qui était l'histoire des amoureux du Val d'Amour. Euriette, autrement dit. Et cette histoire m'a beaucoup plu et je l'ai accaparée. Et pendant des années, je l'ai racontée, mais c'était indispensable de se renouveler, de prendre d'autres histoires. Donc j'ai pris une autre histoire d'un village où était né mon grand-père, Courtefontaine. Une très belle histoire d'ailleurs, avec un début en 1870 et une fin de nos jours pratiquement. D'accord. Voilà. Alors, et ensuite, ma foi, petit à petit, j'ai pris d'autres histoires. Et actuellement, je possède une centaine d'histoires. Et je me suis un peu spécialisé dans les histoires du monde entier, mais également des histoires intemporelles. Parce que je me suis rendu compte que l'homme, ma foi, qu'il vive au Moyen-Âge ou qu'il vive maintenant, qu'il vive en Asie, en Afrique ou là, il a les mêmes préoccupations. Je dirais qu'il est tiré par les mêmes ficelles. Le besoin d'amour, indispensable. L'attrait de l'argent, ça c'est hélas très important. La peur de la mort, on trouve ça partout. Et c'est passionnant de découvrir ça, que finalement l'homme est partout pareil, et quelle que soit l'époque. Alors, pour conclure, Monsieur Goy, est-ce que votre idée, c'était celle de vouloir faire revivre ce que, à l'époque, lorsque les gens vivaient dans ces baraques, faisaient le soir Oui, bien sûr, il y a ce désir de renouer avec la veillée. C'est vrai que ça nous fait un petit peu rêver aujourd'hui, ces gens qui n'étaient pas soumis à la télévision et qui, ma foi, se réunissaient entre familles pour partager un peu quelques tâches domestiques et se raconter des histoires. Et tout cela, quand on est enfant, on rêve d'avoir une grand-mère qui nous raconte des histoires, tout ça. Et ça, on le retrouve et on le recrée. On le recrée peut-être un petit peu artificiellement aujourd'hui, parce que cette veillée-là, eh bien, elle est offerte non pas à une famille ou deux, des plus proches, elle est ouverte au grand public aujourd'hui, mais c'est un petit peu cette atmosphère-là qu'on veut faire passer. Et ma foi, j'espère que le site déjà est propice à ça. Nous sommes dans un lieu très particulier. Comme je dis souvent, ici, on entend le chœur des arbres battre, et c'est vrai que nous sommes dans ce cœur de forêt. Et là, le conte, eh bien, peut vivre. Et ici, au baraque du 14, je vous assure, le conte est vivant. Tous les gens qui viennent, vous voyez, ils ont fait une démarche. Le conteur fait une démarche. Et les gens font aussi une démarche. Le conte, c'est finalement la rencontre d'une oreille à une bouche. Et chacun fait sa part de chemin.